À 8 heures du matin, le 8 mars 1945, un ordre d'opération circula à travers le 21 bombé commande et réduisit Tokyo à une cible codée. La formule était nette, presque antiseptique, la zone urbaine de Meeting-House. En dessous venaient les détails pratiques de la destruction, altitude pour les escadres de gamme, Tignan et Seppan, horaire, itinéraire, chargement de bombes, règles de regroupement. Et un changement radical par rapport aux habitudes. Les bombardiers attaqueraient à basse altitude. Ils attaqueraient de nuit. Et ils le feraient en étant largement dépouillés du poids défensif qui avait défini les bombardiers lourds américains au-dessus de l'Europe. Sur le papier, cela ressemblait à une adaptation opérationnelle. En réalité, c'était quelque chose de plus révélateur. Un quartier urbain était décrit comme s'il s'agissait d'un composant de machine. L'ordre d'opération numéro 43 n'avait pas besoin d'élever la voix. Il n'avait pas besoin d'annoncer une révolution morale. La révolution était déjà inscrite dans les substantifs. Tokyo n'apparaissait plus d'abord comme une métropole civile, ni même simplement comme la capitale politique du Japon. Elle était désormais traitée comme une zone industrielle urbaine, un espace dans lequel la main-d'œuvre, les habitations, les ateliers, les routes et la densité humaine pouvaient être frappées ensemble. C'est là que vit le titre de cette histoire. Pas dans une phrase sensationnaliste. Pas dans un aveu. Dans un document qui se lit comme si la frontière entre vie civile et fonction industrielle avait déjà été tranchée. Curtis LeMay était arrivé à ce matin-là sous pression, et cette pression n'avait rien d'abstrait. Lorsqu'il prit le commandement du 21 bombé commande en janvier 1945, la campagne des B-29 contre le Japon avait pour elle le prestige, la portée et le coût, mais pas assez de résultats. Les appareils étaient avancés. Les bases des Mariannes étaient immenses. La promesse qui les portait était celle d'une transformation stratégique. Pourtant, mission après mission, une réalité brutale s'imposait au-dessus du Japon. Le bombardement de précision de jour à haute altitude ne produisait pas le niveau de destruction que les armées Air Force avaient promis. Le courant jet dispersait les bombes. La couverture nuageuse effaçait les points de visée. Les moteurs brûlaient du carburant pour grimper à des altitudes qui ne donnaient malgré tout pas la précision espérée. Les équipages revenaient avec des récits d'efforts et d'usure. L'état-major voulait des preuves. Le 6 mars offrit l'une des descriptions les plus franches de cette frustration. S'adressant au journaliste St. Clair McKelway, LeMay formula sur la campagne un jugement qui balayait chaque communiqué et chaque affirmation publique à son sujet. Cette unité a bénéficié de beaucoup de publicité sans avoir, à vrai dire, accompli grand-chose en matière de résultats de bombardement. Ce n'était pas une phrase destinée à la postérité. C'était le genre de phrase que les commandants utilisent quand le vocabulaire poli a cessé d'être utile. À ce moment-là, LeMay devait composer non seulement avec les défenses japonaises et la météo, mais aussi avec la possibilité que la pièce maîtresse de la guerre aérienne dans le Pacifique commence à ressembler à un échec mesuré à l'aune de ses propres promesses. Ap Arnold ressentait la même tension, mais plus haut dans la chaîne de commandement. Le B-29 était autant son projet qu'une arme. La structure de commandement bâtie autour de lui reposait sur l'idée que la puissance aérienne pouvait briser la capacité du Japon à résister en frappant les sources de la production de guerre. Cette idée avait un poids bureaucratique à Washington. Elle engageait l'avenir institutionnel des armées Air Force. Si la campagne s'enlisait, les dégâts ne se limiteraient pas au ciel japonais. Ils atteindraient le débat sur la finalité du bombardement stratégique, sur ce pourquoi le B-29 avait été conçu, et sur la survie même de la promesse centrale du service face à la réalité. Okinawa ajouta une couche supplémentaire d'urgence ce printemps-là. Les planificateurs américains regardaient déjà au-delà, vers le coup qu'impliquerait la défaite finale du Japon, et chaque arme savait que la forme du dénouement déterminerait aussi son propre rôle. Si la puissance aérienne pouvait dévaster le Japon depuis le ciel, cela renforçait l'argument en faveur du bombardement stratégique comme instrument capable de faire gagner la guerre. Si elle n'y parvenait pas, le poids revenait vers le blocus, l'invasion et une guerre d'usure terrestre d'une ampleur que peu d'hommes voulaient envisager clairement. LeMay n'avait pas besoin d'un cours de philosophie sur le sujet. L'atmosphère autour de lui transmettait déjà le message. Les résultats n'étaient plus simplement souhaitables. Ils étaient protecteurs. Ils protégeaient la campagne, l'appareil, l'arme, et peut-être l'idée même que la guerre pouvait être abrégée depuis le ciel.
La météo de Tokyo contribua à précipiter la décision, mais à elle seule, elle n'explique pas ce qui suivit. Bien avant le 8 mars, les états-majors de planification étudiaient déjà les villes japonaises d'une manière qui rendait le 8 mars possible. Le Committee of Operations Analyst et d'autres organes de planification associés avaient passé des mois à se demander comment fonctionnait réellement l'économie de guerre japonaise en dessous de l'échelle des grandes usines. Leur réponse n'était pas simplement que le Japon avait des usines dans ces villes. Leur réponse était que la production japonaise, surtout hors de l'industrie lourde, dépendait largement de la sous-traitance assurée par de petits ateliers artisanaux et établissements domestiques dispersés dans des zones résidentielles surpeuplées. Cette idée comptait, parce qu'elle modifiait la géométrie de la cible. La maison d'un ouvrier, un atelier familial, une petite usine outillage et la main-d'œuvre alimentant une plus grande usine pouvaient tous occuper le même tissu urbain vulnérable. Un rapport de planification cité plus tard par des historiens exposait les raisons pour lesquelles les villes japonaises paraissaient mieux se prêter à une attaque incendiaire que les villes allemandes. Les raisons étaient froides, techniques, la plus grande inflammabilité des constructions résidentielles japonaises, l'encombrement plus prononcé des villes japonaises, et la proximité des usines et des objectifs militaires avec les constructions résidentielles. Ces formules faisaient plus que décrire une architecture. Elles bâtissaient une théorie. Si la production de guerre était dispersée dans l'espace habité, et si cet espace habité était exceptionnellement inflammable, alors incendier des quartiers résidentiels pouvait être défendu comme une attaque contre la production elle-même. Une fois cette théorie admise, l'ancien langage de l'immunité des civils ne disparut pas d'un coup. Il devint simplement plus difficile à appliquer de manière significative. Le langage de Washington se fit plus explicite encore quand la main-d'œuvre entra dans le cadre. Une évaluation des Joint Chiefs sur les systèmes d'objectifs japonais traitait la souffrance civile non comme un effet secondaire moral, mais comme un mécanisme de perturbation industrielle. Parmi les résultats attendus figuraient l'absorption d'heures de travail par les réparations et les secours, la désorganisation de la main-d'œuvre par les pertes humaines, et l'interruption des services publics nécessaires à la production. Cette formulation mérite d'être lue lentement, parce que la structure de pensée s'y montre à nu. Réparation et secours signifiaient des quartiers incendiés détournant les travailleurs des usines. Les pertes humaines signifiaient des morts ou des blessés retranchés de la production. Les services publics signifiaient l'eau, l'électricité, les transports et les communications défaillants sous l'effet de l'attaque urbaine. Les habitants de la ville n'étaient pas extérieurs au système industriel. Ils faisaient partie de sa circulation productive. Laurie Norstad et les officiers autour de lui n'avaient pas inventé cette logique, mais ils contribuèrent à en faire avancer l'usage. Certains hommes de l'état-major d'Arnold estimaient qu'il était trop prudent de repousser les grandes attaques incendiaires urbaines jusqu'au moment où l'on disposerait d'une force suffisante pour détruire toutes les villes cibles en succession rapide. Cecil Combs, adjoint de Norstad pour les opérations, appartenait à ce camp. D'autres aussi, qui jugeaient absurde d'attendre alors que la force existait déjà pour commencer à infliger des destructions urbaines décisives. Le débat à l'état-major ne portait pas sur la pertinence de la concentration civile. Il portait sur le moment où il fallait exploiter la vulnérabilité que les planificateurs pensaient avoir identifiée. Haywood Ansel occupait une position inconfortable au sein de cette transition. La mémoire postérieure le présenta souvent comme le commandant pur du bombardement de précision, relevé de ses fonctions parce qu'il refusait d'incendier des villes. Les archives sont moins nettes que la légende. Ansel avait lui-même mené des attaques de zone et affronté les mêmes contraintes environnementales que Lemay affronterait ensuite. Son remplacement tenait davantage à des résultats jugés insuffisants et à une perte de confiance qu'à un simple refus moral. Il n'en restait pas moins plus attaché à la doctrine selon laquelle le bombardement stratégique devait isoler et détruire des nœuds industriels identifiables. Lemay n'hérita pas d'une page blanche, mais d'une campagne dont les frustrations avaient affaibli la discipline de cette doctrine sans la remplacer par un nouveau vocabulaire moral. Le 8 mars compta parce que Lemay fournit le sceau opérationnel. Les historiens qui ont lu attentivement les archives de planification ont établi cette distinction. Les attaques incendiaires de zone contre les villes japonaises n'avaient pas commencé comme une invention personnelle de Lemay. La logique de la cible figurait déjà dans des études d'état-major et des recommandations bien avant qu'il ne donne l'ordre pour Tokyo. Sa contribution fut différente, et à certains égards plus dangereuse. Il accepta de faire fonctionner la tactique en modifiant les conditions de l'attaque.
Les bombardiers n'iraient pas lutter contre le courant jet à haute altitude. Ils viendraient bas, là où les vents étaient plus faibles. Ils voleraient de nuit, en profitant de la faiblesse des défenses nocturnes japonaises. Ils abandonneraient les habitudes de formation serrée. Ils retireraient les mitrailleuses et les munitions partout où ce serait possible afin d'emporter davantage d'incendiaires. Si la théorie disait que l'industrie urbaine japonaise pouvait brûler, Lemay décida de concevoir une mission donnant à cette théorie les meilleures chances de le prouver. Tokyo elle-même fournissait la pièce suivante du raisonnement. Le rapport de mission décrivait ensuite la ville comme l'une des 3 plus grandes du monde, avec une population de 7 millions d'habitants, le centre de l'industrie et du commerce japonais. Et l'emplacement d'industries de guerre essentielles dans les machines utiles, l'électronique, les instruments de précision, le pétrole et les pièces aéronautiques. Telle était la justification officielle à l'échelle métropolitaine. Pourtant, la cible réellement choisie pour le premier grand raid incendiaire n'était pas l'ensemble de Tokyo d'un seul coup. C'était un rectangle dans le nord-est de la ville, un quartier ouvrier où la vie résidentielle et la petite production se trouvaient entassées à une densité extrême. Les cartes de ce quartier montraient le type de configuration urbaine que les analystes américains avaient appris à valoriser de la façon la plus sinistre qui soit. Les ateliers jouxtaient les habitations. De minuscules opérations de sous-traitance alimentaient de plus grandes entreprises ailleurs dans la ville. Les rues étaient étroites, les matériaux de construction fragiles, et la population si serrée que le feu, une fois lancé, pouvait progresser dans le quartier plus vite que les secours organisés ne pourraient le contenir. Les planificateurs n'avaient pas besoin que chaque structure à l'intérieur du rectangle contienne des outils, des stocks ou des pièces de machines. Il leur suffisait que la zone fonctionne comme un réservoir de main-d'œuvre et un réseau de production dont la destruction rayonnerait au dehors. C'est ainsi qu'un quartier devient une cible sans jamais devenir, au sens ancien du terme, un véritable district industriel traditionnel. La zone y mesurait environ 4 miles sur 3. Environ 1,1 million de personnes vivaient à l'intérieur ou immédiatement autour de la zone visée. Dans certaines parties, la densité moyenne dépassait 100 000 habitants au mile carré. Le renseignement américain sélectionna ce district non parce qu'il renfermait un spectaculaire complexe industriel unique visible depuis les airs, mais parce qu'il concentrait de petits ateliers et des industries domestiques imbriquées dans l'habitat. C'est le point où la promesse du titre devient précise. La cible n'était pas simplement une ville contenant de l'industrie. La cible était un district dans lequel l'habitation civile elle-même avait été lue comme un milieu industriel. Honjo, Asakusa et Fukagawa donnaient à ce milieu une adresse. Ce n'étaient pas des carrés anonymes sur une carte de bombardement. C'étaient d'anciens quartiers de rangées d'habitations serrées, de canaux, de petites usines, de commerces de proximité et d'économies domestiques sous tension en temps de guerre. Des hommes et des femmes insérés dans des systèmes industriels plus vastes rentraient souvent chaque nuit dans des districts comme ceux-là. D'autres ne les quittaient jamais, parce que le travail lui-même était local, sous-assemblage, réparation, finition, stockage, travail à la pièce, transport, restauration. Et les 1000 fonctions sans prestige qui permettent aux entreprises plus grandes de tourner. Quand les planificateurs américains regardaient ces quartiers, ils n'y voyaient pas seulement des abris. Ils y voyaient une capacité productive accumulée, enchâssée dans la vie quotidienne. Les informations de ciblage préparées pour le raid rendaient cette logique explicite dans un langage qui paraît aujourd'hui presque insoutenable par son détachement. Selon la justification du ciblage citée par des historiens ultérieurs, l'emploi dans des dizaines d'usines de guerre à travers Tokyo et ses environs serait directement affecté par les pertes humaines, le déplacement des travailleurs hors de la zone, l'utilisation de la main-d'œuvre pour la reconstruction, et probablement l'abaissement du moral des travailleurs. Il n'y a là aucune grandiloquence. Ni sang. Ni cendre. Ni enfant. Pourtant, chaque proposition convertit des conséquences humaines en effets industriels attendus. Les pertes humaines compteraient parce que des travailleurs mouraient ou seraient blessés. Le départ hors de la zone compterait parce que la main-d'œuvre se disperserait. La reconstruction compterait parce que la main-d'œuvre survivante serait détournée vers le déblaiement des ruines, l'enterrement des morts, la réparation des habitations et la tentative de restauration d'une vie élémentaire. Le moral compterait parce que des travailleurs épuisés, déplacés, produisaient moins. Ira Iker rappela plus tard ce raisonnement de manière encore plus brutale. Évoquant le schéma urbain industriel japonais, il déclara: « Il était tout à fait logique de tuer des ouvriers qualifiés en brûlant des zones entières.
Cette phrase ne doit pas être prise pour une simple sortie sauvage. C'était l'énoncé condensé d'une théorie qui circulait déjà dans l'analyse officielle. Si une grande usine dépendait de milliers de sous-traitants dispersés et d'ateliers domestiques, alors détruire les quartiers où ces gens vivaient et travaillaient pouvait être présenté comme une frappe rationnelle contre le système de production élargi de l'usine. La ligne de bombe n'avait pas besoin de tomber directement sur chaque tour ou chaque établi. Il suffisait de réduire en ruine le district qui les entretenait. Meeting House fut le nom donné à cette logique lorsqu'elle entra dans les opérations. Le titre emploie ici l'expression « carburant industriel » et cette expression est interprétative, non archivistique. Aucun document découvert daté du 8 mars ne semble employer ces mots exacts. Les documents révèlent quelque chose de plus subtil et, à sa manière, plus inquiétant. Ils révèlent un système de pensée dans lequel les civils n'étaient pas simplement proches de la cible. La densité civile, l'habitat civil, le travail civil et le déplacement des civils étaient des variables à l'intérieur du rendement industriel attendu de la cible. Le mot carburant est la bonne métaphore parce que le plan supposait que des êtres humains et les espaces où ils vivaient pouvaient être consumés pour produire un effet stratégique. Le 8 mars montra aussi comment la guerre moderne dissimule ses hypothèses les plus dures dans des catégories à l'apparence objective. Zone industrielle urbaine paraît plus neutre que quartier. Désorganisation de la main-d'œuvre paraît plus neutre que des gens chassés de chez eux par le feu. Séparés de leurs proches et forcés d'attendre dans des files de secours au lieu de travailler dans des ateliers ou des usines. Réparation et secours paraît plus neutre que des survivants transportant des corps, fouillant les décombres et essayant de rétablir l'eau. Un abri et les transports tandis que la production s'arrête autour d'eux. Le langage ne se contentait pas de décrire les conséquences. Il les prétraitait. Au moment où les bombes furent chargées, la souffrance à venir avait déjà été traduite en effets utiles. Le langage public et officiel de Lemay conservait une mince barrière entre le ciblage industriel et le meurtre indiscriminé. Dans l'avant-propos du rapport de mission, l'objet des attaques était décrit non comme le bombardement de populations civiles indistinctement, mais comme la destruction des zones de 4 grandes villes japonaises. Cette phrase a souvent été citée parce qu'elle semble offrir une ligne de retenue. Pourtant, cette ligne est difficile à maintenir une fois les informations de ciblage placées à côté. Si les pertes humaines, les déplacements et la mobilisation d'urgence sont anticipés comme des conséquences productives, alors la destruction civile n'est plus accessoire au sens ordinaire du terme. Le langage de la discrimination reste en place, mais le mécanisme sous-jacent s'est élargi jusqu'à permettre à des districts entiers de vie civile de passer comme une géographie industrielle légitime. Les pistes de Seppan sentirent ce basculement avant Tokyo. Les équipes au sol dépouillèrent les appareils pour gagner du poids et de l'autonomie. Les munitions sortirent. La plupart des mitrailleuses sortirent. Les réservoirs de soute furent retirés. Les grappes incendiaires entrèrent. Sur certains avions, 32 grappes de 500 livres remplirent l'espace où se trouvait auparavant la machinerie de l'autodéfense. Des hommes formés à faire confiance à l'altitude, à la formation et à la lumière du jour se préparaient à traverser seuls dans l'obscurité une capitale ennemie. À des hauteurs qui auraient été impensables pour un bombardement nord-américain contre une grande cible quelques mois plus tôt. Cette réorganisation physique de l'avion comptait. Les bombardiers eux-mêmes étaient en train d'être transformés, de forteresses volantes, en systèmes de livraison de feu urbain. Gam, Tinian et Seppan les lancèrent dans la nuit à des intervalles si serrés que la mission prit des allures de procédé industriel. Plus de 300 B-29 décollèrent des Mariannes et mirent le cap au nord. Les Pathfinder marqueraient la cible. Les appareils suivants étendraient les incendiaires sur le district selon un schéma prévu. Les escadres de Gam et de Tinian reçurent des altitudes d'attaque autour de 5000 à 5800 pieds. L'escadre de Seppan entrerait un peu plus haut. Jamais une force américaine de bombardement massif n'avait attaqué une grande cible de cette façon, bas, de nuit, sans grande boîte défensive dans le ciel. Le pari ne résidait pas seulement dans la méthode de bombardement, mais dans la conviction que le tissu urbain de Tokyo ferait le reste. Dans les cockpits, à travers toute la force, ce changement fut ressenti comme une rupture avec l'entraînement. Les équipages avaient appris à penser en termes de jour, d'altitude, de puissance de feu défensive et de protection mutuelle de la formation. On leur disait maintenant de traverser un territoire hostile par petits groupes, à relativement basse altitude, avec moins de canons, des charges incendiaires plus lourdes. Et le radar pour seul guide vers une capitale plongée dans le noir.
Certains équipages y voyaient de la témérité. D'autres y voyaient le premier plan réellement adapté aux réalités du ciel japonais. Quoi qu'il en soit, la mission envoyait un signal psychologique du commandement aux équipages. L'ancienne doctrine avait échoué assez gravement pour que des habitudes autrefois tenues pour sacrées puissent être abandonnées par un seul ordre. Les maisons de Tokyo apportèrent l'ingrédient manquant. Une grande partie du district se composait de structures en bois étroitement serrées, de cloisons en papier, de ruelles étroites, d'ateliers, d'espaces de stockage et de petits bâtiments commerciaux avec très peu de coupures de feu entre eux. Les premiers documents de planification avaient traité cette inflammabilité comme une caractéristique de la cible. Elle devenait maintenant une arme active entre les mains américaines. Les Pathfinder allumèrent les premiers feux selon la forme qui guiderait les autres. Derrière eux arriva la masse principale, larguant des incendiaires conçus moins pour écraser que pour semer la combustion. Un raid explosif attaque avec une force concentrée au point d'impact. Un raid incendiaire attaque avec une force distribuée dans le temps, dans l'air, dans les matériaux et dans la panique. Il demande à la ville d'achever l'arme. La nuit de Tokyo répondit presque aussitôt. Le feu courut là où les planificateurs savaient qu'il courait, à travers les vieux quartiers, le long des toits, au-dessus des ruelles exiguës, jusque dans les ateliers, par-dessus les ponts. Autour des lignes de tramway, et de retour dans des rues déjà envahies de gens. Le vent transforma des foyers isolés en systèmes. La chaleur fit monter l'air avec une telle violence qu'un afflux d'oxygène frais se précipita depuis les bords, nourrissant les flammes plus encore. Ceux qui survécurent aux premiers instants entrèrent dans une ville dont l'échelle avait changé. Les rues devinrent des canaux de chaleur rayonnante. Les canaux et les rivières devinrent des refuges désespérés. Les carrefours devinrent des pièges où le mouvement s'arrêtait et où les corps se coinçaient les uns contre les autres sous les étincelles et les brandons. Le district faisait exactement ce que la logique du ciblage avait prévu. Il brûlait comme un seul organisme industriel résidentiel continu. Les incendiaires M69 contribuèrent à produire cet effet par conception. Ils n'étaient pas faits pour écraser la maçonnerie en un seul impact. Ils étaient faits pour disperser le feu sur les surfaces, à l'intérieur des bâtiments, sur les toits et dans les matériaux stockés. Afin que des milliers de départs de feu distincts fusionnent plus vite que les équipes de lutte ne puissent intervenir. Voilà pourquoi le chaos apparent du raid était, en termes techniques, organisé. L'arme demandait à la densité propre de la ville d'achever le travail. Bois, papier, tatamis, huile, ruelles encombrées et foyers comprimés fournissaient la continuité. La tempête de feu n'était pas un accident au sens ordinaire. Elle était le résultat produit quand la conception de l'armement, la météo, la forme urbaine et la théorie de la cible s'alignent enfin au-dessus d'un même district. Asakusa, Honjo et Fukagawa vécurent le raid non comme des abstractions, mais comme des mondes locaux s'effondrant sur eux-mêmes. Des familles couraient avec des couvertures, des ballots, des enfants et des parents âgés vers des routes déjà obstruées par le même instinct. Certains cherchèrent des écoles, des terrains de temples, des espaces ouverts ou de l'eau. Certains découvrirent que l'eau ne suffisait pas face à ce que la chaleur de la tempête de feu était devenue. Certains moururent asphyxiés quand l'oxygène vint à manquer. Certains brûlèrent là où les foules s'étaient bloquées. Certains furent écrasés en tentant de franchir des ponts. La police, les pompiers et les défenses de quartier qui existaient pour les urgences urbaines ordinaires n'étaient pas conçus pour une arme qui avait choisi la congestion elle-même comme alliée. Les gens pris au piège là-dedans ne correspondaient pas proprement aux mots employés pour les planifier. Beaucoup étaient des travailleurs. Beaucoup étaient des proches de travailleurs. Beaucoup étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées, parce que la guerre avait déjà réorganisé la vie démographique de la ville. Certains faisaient partie du système de travail domestique et des petits ateliers auxquels pensaient les analystes. Beaucoup n'en faisaient pas partie. C'est l'une des raisons pour lesquelles le langage compte autant. Une fois qu'un district est défini par l'importance industrielle de la concentration de main-d'œuvre et de la production à domicile, la variété humaine réelle qu'il contient devient plus facile à aplatir. La logique du ciblage n'a pas besoin que chaque personne dans la zone de feu fabrique des pièces d'avion. Il lui suffit qu'une part assez importante de la vie du district soit reliée économiquement pour que le district dans son ensemble puisse être traité comme frappable. L'école Futaba, selon des récits postérieurs du raid, devint l'un des lieux où le refuge se transforma en mort de masse. D'autres poches de la ville produisirent leurs propres noms, leurs propres géographies locales impossibles de chaleur et d'entassement.
L'aube révélerait des pâtés de maisons effacées, des abris débordés et des corps rassemblés en nombre trop élevé pour être comptés rapidement. C'est dans cet écart entre le papier de ciblage et le lendemain matin que le documentaire doit être le plus exact. Rien n'est clarifié par l'exagération. Le fait qui rend durablement difficile ce raid n'est pas que les États-Unis aient accidentellement tué des civils en visant l'industrie. Le fait, c'est que la logique de planification avait déjà trouvé le moyen de compter la souffrance civile comme l'un des moyens par lesquels l'industrie serait frappée. Lemay n'observa pas l'incendie depuis les rues, et les documents ne permettent pas d'affirmation facile sur sa vie émotionnelle privée cette nuit-là. En revanche, ils autorisent un énoncé plus net sur l'intention du commandement. Par ses actes, et par l'ordre qu'il donna, il accepta une méthode conçue pour exploiter la vulnérabilité d'un district urbain densément peuplé afin d'endommager la production japonaise. Par son rapport ultérieur, il continua de décrire l'attaque dans le langage de la destruction industrielle plutôt que de la terreur nue. L'écart interprétatif est réel, mais il n'est pas infini. Les archives permettent de conclure qu'il considérait la destruction de ce district comme militairement utile à cause des gens et des arrangements productifs qu'il contenait, non malgré eux. Le matin au-dessus de Tokyo apporta le comptage, et le comptage possède sa propre violence. Les registres de police, les bilans des pompiers, les estimations du service de santé et les travaux ultérieurs de l'U.S. Strategic Bombing Survey ne convergèrent jamais complètement. Des milliers de corps ne furent jamais identifiés. Certaines estimations situaient les morts au-dessus de 80 000. D'autres approchaient 100 000 ou davantage. Plus de 40 000 personnes furent blessées selon certains décomptes. Plus d'1 million furent laissés sans abri. Plus d'un quart de million de bâtiments et d'habitations furent détruits. Les divergences sur les pertes importent aux historiens, mais l'ordre de grandeur n'est pas contesté. Une seule nuit avait effacé des quartiers entiers et produit l'un des raids aériens les plus meurtriers de l'histoire. Le rapport de mission retraduisit la catastrophe en succès opérationnel. Il soulignait le rôle central de Tokyo dans l'industrie, le gouvernement, les transports et les communications du Japon. Il décrivait les raisons tactiques de l'attaque nocturne à basse altitude, vent plus faible, meilleure définition radar, moindre consommation de carburant, charge de bombes plus lourdes. Surprise tactique. Tout cela relevait de considérations militaires réelles. Pourtant, la défense du raid dans le rapport accomplissait aussi une forme d'épuration bureaucratique. La destruction de l'espace urbain apparaissait comme un problème de système de cible, de météo et de méthode. Les corps humains n'y revenaient guère que sous forme de quantité. C'est ainsi que les institutions modernes préservent souvent une distance morale vis-à-vis de leur propre mécanisme. Elles ne nient pas le résultat. Elles le reclassent. La reclassification opérée par le rapport de mission comptait au-delà des relations publiques. Elle permettait aux planificateurs et aux commandants de traiter le 10 mars comme la preuve qu'un certain modèle de l'industrie urbaine japonaise avait été juste depuis le début. Les usines souffriraient parce que les travailleurs étaient morts, déplacés, épuisés ou détournés ailleurs. Les transports souffriraient parce que des quartiers avaient été effacés. L'administration souffrirait parce que la capitale elle-même avait été touchée. Vu sous cet angle, le raid ne révélait pas de contradiction entre la mort des civils et le ciblage industriel. Il semblait confirmer leur lien. Une fois confirmé dans la pratique, le modèle devenait plus facile à réutiliser. Il n'était plus nécessaire de réexpliquer depuis zéro le bombardement incendiaire après Tokyo. Tokyo l'avait expliqué elle-même. La formule « ne pas bombarder indistinctement des populations civiles » appartient à cette reclassification. Elle dit au lecteur qu'une ligne existait encore. Elle invite à imaginer le raid comme une violence disciplinée contre des zones urbaines industrielles plutôt qu'une attaque directe contre la vie civile. Mais la logique de planification du 8 mars affaiblit cette défense de l'intérieur. La zone cible avait été choisie en partie parce qu'elle était remplie de gens vivant là où ils travaillaient, près de là où d'autres travaillaient. Dans des quartiers dont la destruction devait se répercuter à travers le système de travail de Tokyo. Une fois cela clair. La distinction entre attaquer une zone industrielle et attaquer les civils qui constituaient cette zone cesse d'être une frontière morale pour devenir une formulation administrative. L'arrivée de Norstad dans les Mariannes à ce moment-là a retenu l'attention parce qu'elle plaçait la supervision de l'état-major tout près du tournant opérationnel de Lemay. Certains récits suggèrent qu'il était prêt à laisser Lemay prendre le risque et assumer le résultat. Cela correspond au schéma plus large. La haute hiérarchie voulait des résultats.
Les études d'état-major avaient déjà présenté l'attaque incendiaire urbaine comme militairement rationnelle. Lemay apporta une tactique assez audacieuse pour produire des dégâts immédiats et visibles. La chaîne des responsabilités résiste donc à toute simplification. Ce ne fut pas la guerre privée d'un seul homme. Ce fut un point de rencontre entre improvisation de terrain et analyse institutionnelle préalable, entre pression du commandement et permission analytique. Le 10 mars modifia aussi l'échelle de ce qu'il devenait possible de dire et de faire ensuite. Une fois Tokyo incendié de cette manière, d'autres villes japonaises pouvaient plus facilement être soumises au même processus. Osaka, Kobe, Nagoya, Yokohama, Kawasaki et beaucoup de villes plus petites suivirent selon une logique apparentée. La campagne d'incendie s'élargit. L'environnement moral entourant l'attaque urbaine aussi. Les historiens ont débattu pour savoir si les raids de mars devaient être lus avant tout comme guerre industrielle, bombardement du moral, terreur, ou comme un mélange instable des trois. Les documents suggèrent que ces catégories se recouvraient parce que les planificateurs eux-mêmes les avaient fait se recouvrir. Détruire la main-d'œuvre, l'habitat, les transports et le moral local pouvaient tout apparaître comme un effet industriel dès lors que le système de guerre était cartographié assez largement. Les officiers américains et les historiens ultérieurs ont aussi contesté le degré d'originalité à attribuer à Lemay. La question importe, mais pas pour la raison que la mémoire populaire invoque d'ordinaire. Si Lemay avait seul inventé la logique de ciblage, alors l'histoire deviendrait celle du génie brutal d'un commandant. Si cette logique lui était antérieure, alors l'histoire devient plus difficile et plus lourde de conséquences. Elle devient une histoire d'institutions apprenant à voir les villes autrement. Les éléments disponibles pointent vers la seconde lecture. Les analystes d'état-major, les comités de ciblage et les joint chiefs traitaient déjà la vulnérabilité urbaine japonaise comme une faiblesse de production de guerre. Le rôle distinct de Lemay fut de faire assez confiance à cette lecture pour risquer une mission sans précédent pensée autour d'elle. Les défenseurs de la campagne aérienne revenaient souvent à la nécessité. Le Japon combattait encore. Une invasion des îles principales se profilait dans les plans. Les pertes américaines dans une telle invasion étaient redoutées à une échelle immense. Les villes japonaises contenaient bel et bien une production de guerre réelle. Toutes ces affirmations appartiennent aux archives historiques, et aucune ne peut être simplement effacée d'un geste. Pourtant, la nécessité n'explique qu'une partie de ce qui s'est passé. Elle n'explique pas pourquoi le langage de la cible fut structuré comme il le fut. Elle n'explique pas pourquoi les pertes humaines, les déplacements et le travail de reconstruction furent inscrits parmi les effets attendus. Ce ne sont pas les marques d'une campagne qui frôle à contre-cœur les civils tout en essayant de les éviter. Ce sont les marques d'une campagne qui avait incorporé la destruction civile dans son modèle des dommages industriels. La distinction historique la plus forte se situe ici. Le raid n'était pas dépourvu de sens. Il n'était pas aléatoire. Il n'était pas le produit de commandants oubliant ce que contiennent les villes. Il fut rationalisé avec un soin considérable. C'est précisément ce qui lui donne sa force durable. Les planificateurs n'avaient pas à nier qu'un quartier résidentiel abritait des civils. Ils avaient à montrer comment ces civils, leurs maisons, leurs déplacements et leurs obligations après la frappe pouvaient être intégrés dans une chaîne de causalité aboutissant à une réduction de la production de guerre japonaise. Une fois cette chaîne admise, l'attaque pouvait être à la fois méthodique et catastrophique. Robert McNamara, repensant des décennies plus tard à son service de guerre sous Lemay, se souvenait que Lemay avait dit que si les États-Unis avaient perdu, ils auraient été jugés comme criminels de guerre. Cette réminiscence a été tellement citée qu'elle risque de devenir décorative. Utilisée avec précaution, elle renvoie à quelque chose de plus étroit mais de plus utile. Lemay comprenait que le langage de la nécessité employé par le camp vainqueur n'effaçait pas l'extrême violence de ce qui avait été fait. La trace archivistique du 8 mars montre pourquoi cette conscience pouvait coexister avec une confiance opérationnelle. Les documents avaient déjà construit un cadre dans lequel l'attaque pouvait être dite militairement rationnelle. L'angoisse juridique et la certitude stratégique n'étaient pas des contraires. Elles pouvaient cohabiter dans une même culture de commandement. Les civils survivants de Tokyo portaient l'autre moitié des archives. Leur mémoire conservait la vérité locale qu'aucune fiche de ciblage ne pouvait contenir, l'odeur, la pression, la manière dont l'obscurité virait à l'orange. La façon dont les routes disparaissaient dans les foules et le feu, la manière dont les cellules familiales se brisaient en quelques secondes et restaient brisées à jamais.
La narration documentaire doit être prudente ici. Il ne s'agit pas d'opposer l'émotion à l'analyse, comme si l'une annulait l'autre. Il s'agit de faire répondre l'analyse de ce qu'elle a produit. Une fois la logique du ciblage comprise, l'horreur au sol cesse d'être un décor accidentel autour de la nécessité militaire. Elle devient l'expression humaine prédite d'un plan. Meeting Goose appartient donc à une histoire plus vaste que le seul raid des 9-10 mars. Il s'inscrit sur la route menant à un régime de bombardement de fin de guerre dans lequel la ville elle-même, plutôt que l'usine isolée, devient le principal milieu de pression. Il s'inscrit aussi sur la route qui mène à Hiroshima et Nagasaki, non parce que les raids incendiaires et les bombes atomiques étaient la même arme, mais parce que le bombardement incendiaire des villes japonaises contribua à créer une condition opérationnelle et morale dans laquelle l'anéantissement urbain avait déjà été normalisé. À l'été 1945, l'idée qu'une ville puisse recevoir une valeur stratégique en tant qu'ensemble destructible avait déjà survécu à des usages répétés. L'ordre du 8 mars devient plus troublant à mesure qu'on le relit. Au premier regard, c'est un document tactique. Au second, c'est l'archive d'une adaptation menée par un commandant cherchant à sauver une campagne en perte de vitesse. Au troisième, c'est la preuve de quelque chose de plus profond. Une bureaucratie militaire se rendant intellectuellement à l'aise avec la destruction d'un espace civil dense en redéfinissant cet espace comme infrastructure productive. Tel est le mouvement caché à l'intérieur de la note. Le franchissement moral n'arrive pas sous la forme d'un cri. Il arrive sous la forme d'une classification. Le district de Tokyo situé dans la zone I n'a pas été sélectionné parce que chaque personne qui s'y trouvait fabriquait du matériel de guerre. Le district de Tokyo situé dans la zone I a été sélectionné parce que les planificateurs croyaient qu'une part suffisante de sa vie alimentait la production de guerre. Et parce que la destruction du reste désorganiserait la main-d'œuvre nécessaire à la poursuite de cette production. Cette distinction compte. C'est la différence entre des dommages collatéraux au sens ordinaire et un concept de cible qui consomme la vie civile comme élément de son mécanisme prévu. Une fois le district vu sous cet angle, l'expression « carburant industriel » cesse d'être une exagération métaphorique. Elle devient une description de fonction. Les gens étaient traités comme des composants combustibles d'un processus stratégique plus vaste. La réputation de Curtis LeMay a souvent été ramenée à une question d'attitude dure, brutale, peu troublée par l'usage de la force. Cette réputation contient une part de vérité, mais elle peut aussi induire en erreur. Le plus grand danger dans cette histoire n'est pas le tempérament. C'est la lisibilité. L'ordre du 8 mars de LeMay importe parce qu'il montre comment une violence extrême peut traverser un système moderne de commandement sous la forme d'une procédure raisonnée. Sélection des cibles, attribution des altitudes, configuration des munitions. Calcul du vent et désorganisation attendue de la main-d'œuvre s'imbriquaient sans qu'il soit nécessaire pour quiconque d'abandonner le langage de l'efficacité. Plus les papiers étaient ordonnés, plus il devenait facile de croire que l'ordre gouvernait encore l'acte lui-même. La révélation finale du document du 8 mars se trouve là. La note n'avait pas besoin de dire que des civils seraient brûlés pour l'industrie. Il suffisait qu'elle définisse un district où brûler des civils endommagerait l'industrie des manières voulues par les planificateurs. C'est une affirmation plus étroite que de dire que la mission fut simplement un massacre pour lui-même. C'est aussi, historiquement, une affirmation plus dévastatrice. Un massacre peut être rejeté comme frénésie, haine ou effondrement de la discipline. Meeting Goose, lui, fut discipliné. Il fut analysé. Il fut tracé, chargé, minuté et justifié. Les civils qui s'y trouvaient n'étaient pas en dehors du plan. Ils étaient l'une des raisons pour lesquelles le plan avait du sens. Les papiers du 8 mars révèlent aussi à quel point la membrane morale était devenue mince à ce stade de la guerre. Nul n'avait besoin de rédiger un document affirmant que les enfants, les personnes âgées et les membres non combattants des familles étaient, en eux-mêmes, des objets d'attaque légitimes. La bureaucratie pouvait parvenir à peu près au même résultat sans écrire cette phrase. Il lui suffisait de viser un district dont la destruction les tuerait en même temps que les travailleurs, ruinerait les ateliers en même temps que les chambres à coucher, et forcerait la population survivante au secours et à la reconstruction au lieu de la production. Plus la vie et le travail se chevauchaient densément, plus il devenait facile de consommer les deux sous l'intitulé de nécessité militaire. Le 8 mars 1945 subsiste dans les archives comme un matin d'instruction. Le 10 mars subsiste dans la mémoire comme une nuit de feu.
la distance entre ces deux faits est l'endroit où cette histoire vit réellement. L'un donne à la guerre sa syntaxe. L'autre lui donne son coup. Mis ensemble, ils rendent le mécanisme visible. Tokyo n'a pas seulement été bombardée parce que l'industrie de guerre se trouvait dans la ville. Tokyo a été bombardée comme elle l'a été parce que la ligne entre l'industrie et les civils qui la soutenaient avait déjà été délibérément amincie. L'ordre d'opération numéro 43 appelait Tokyo la zone urbaine de Meetinghouse. À l'aube, cette formule avait accompli son œuvre. Un quartier ouvrier avait été traduit en géométrie de cible, sa population en variable de main-d'œuvre, ses habitations en terrain industriel inflammable. La tempête de feu fut l'événement visible. L'événement le plus révélateur se produisit plus tôt, quand un système de commandement apprit à écrire une ville de telle sorte que l'incendié puisse encore paraître précis.